Donc chapitre 3 pour poursuivre sur ces aspects plutôt services et faire le lien avec ce que j'évoquais sur le digital. On a eu beaucoup d'échanges sur finalement l'impact du digital sur les actifs immatériels historiques, traditionnels, et au final sur les business models. Donc quelques convictions qu'on voulait repartager là avec vous. La première, c'est que le digital démonétise les actifs traditionnels. Tout ce qu'on a pu construire et ce sur quoi on a pu asseoir la singularité et la rentabilité, en fait, est aujourd'hui mise à mal et perturbée par la montée en puissance du digital. On est face. Je vais donner quelques exemples après, mais on est dans une situation où, quel que soit le segment, quel que soit le secteur dans lequel on agit, on intervient, on est face à l'émergence de modèles disruptifs, que ce soit des pure players ou des nouveaux concurrents, que ce soit des comparateurs de prix, etc. Donc on est face à cette dimension qu'il faut gérer de nouveaux acteurs et de game changers. Autre point sur lequel on avait beaucoup échangé, c'est que les nouveaux arrivants, notamment les pure players, construisent en fait des modèles qui leur permettent d'avoir des avantages concurrentiels décisifs. Alors on avait repris le petit tableau là qui est peut-être difficilement lisible, mais qui décrivait en fait le business model de pure players Internet, donc qui ont des modèles marketplace. Ces gens-là ont construit des business models qui leur permettent d'être rentables tout en cassant les prix sur les produits classiques. Donc en fait, pour schématiser, un pure player aujourd'hui, il a trois types d'activités. Il vend des produits qu'il stocke, et sur ces produits-là, il va généralement casser les prix à 15%, 20%. Il va opérer une marketplace, donc c'est une place de marché qui accueille des vendeurs tiers et donc qui vont vendre des compléments d'assortiment en payant une commission à la place de marché, commission qui est généralement autour de 10%. Et donc cette activité, elle est bien évidemment assez rentable puisque en fait l'acteur ne touche pas le produit, et toute la partie logistique est directement opérée par le vendeur tiers. Et troisième pilier d'activité, c'est la monétisation du trafic et la vente de services. Donc c'est la vente de publicité et la vente de services. Globalement, ces modèles assis sur ces trois activités permettent aux pure players d'être rendables tout en continuant de casser les prix sur les produits qui sont vendus dans les circuits de distribution traditionnels. Quatrième point sur lequel on avait échangé également, c'est qu'Internet pousse à retravailler deux systèmes d'actifs en particulier. Donc c'est ceux qu'on retrouve en bas, en rouge ici. C'est la capacité de renouvellement dans une logique de partenariat et le sujet de la communauté digitale, ou de la communauté de façon générale. Donc on rezoomera là-dessus de façon un peu plus détaillée après, mais ces deux systèmes d'actifs qui sont particulièrement à travailler dans le cadre de la montée en puissance du digital. Alors une illustration marquante sur laquelle on voulait revenir aujourd'hui, c'était l'illustration Darty versus Amazon, qui je trouve illustre bien en gros les nouveaux challenges qui se posent dans le cadre du digital. Le modèle les actifs immatériels de Darty, on peut les caractériser donc là suivant nos trois aspects humains, organisationnels et relationnels. Sur le fait que historiquement Darty c'était la proximité magasin, le vendeur conseil avec sa veste rouge, très identifiable et avec un système de motivation du vendeur qui permettait de créer cette qualité de relation et de conseil. Aujourd'hui on voit bien qu'avec Internet ce modèle il est complètement remis en question, notamment parce que la quantité d'informations et la façon dont on peut se renseigner sur un produit via les comparateurs, via les sites de marque, etc. nous donne cette connaissance sur le produit qui fait que quand on arrive en magasin on n'a plus besoin du vendeur. Et Amazon l'a très bien travaillé avec la qualité du content et puis c'est complètement dans le cadre de sa vision. Sur l'aspect organisationnel, historiquement Darty c'est largeur, profondeur de gamme, c'est une diversification progressive de l'offre et puis c'est bien évidemment le SAV.
En face de ça, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quand on a des marketplaces comme Amazon, qui ont, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais le nombre de références qui sont présents sur Amazon en France, je ne sais pas si vous avez en tête, c'est 80 millions. 80 millions de références, 6 millions sur les produits électroniques, sachant qu'à la FNAC ou chez Darty, on en trouve au max 60 000. Donc c'est 100 fois plus de références sur leur catégorie de produits. On sent bien que cette promesse de largeur d'offres, de profondeur, et puis de services autour, est mise à mal par l'émergence de ces modèles disruptifs Internet, notamment avec l'expertise, enfin, la qualité de leur logistique aujourd'hui, leur possibilité de faire le one day delivery, etc. Et dernier point, sur le capital relationnel, donc historiquement Darty, c'était la proximité, c'était le top of mind, enfin, c'est l'enseigne connue, etc. Enfin, ça fait partie des enseignes préférées des Français historiquement. Aujourd'hui, Amazon, vous l'avez en tête, c'est à peu près 15 millions de visiteurs uniques. Ça a été, dans les derniers classements 2012, l'enseigne préférée numéro 1 des Français devant Picard, qui historiquement a toujours été très haut positionné. Donc on sent bien à nouveau que sur ce sujet-là, on comprend bien pourquoi des gens comme Best Buy, comme Comet, comme Darty sont dans des situations compliquées et qu'il faut absolument retravailler leur singularité et leur système d'actifs historiques pour s'adapter à ces changements de règles du jeu. Donc ça veut dire que dans chaque secteur, et pas uniquement dans le domaine B2C, il faut se poser la question en quoi le digital détruit ou pas mes actifs immatériels. Et j'étais effectivement le week-end dernier sur une conférence, donc il y avait des gens de la Silicon Valley, et les raisons d'être de ces gens-là, c'est de dire notre enjeu, lorsqu'on fait des startups, ce qu'on regarde, c'est uniquement, notre raison d'être, c'est de détruire les chaînes de valeur actuelles. C'est quand même ça, la pensée des gens qui sont les startups, il y en a des dizaines dans ce coin-là des États-Unis. Leur obsession, c'est comment on détruit les chaînes de valeur des entreprises actuelles. Donc ça veut dire qu'il y a des centaines de gens qui, tous les matins, se posent la question de comment, dans tel secteur, je vais détruire la chaîne de valeur. Donc ce n'est pas un point négligeable, quels que soient les secteurs d'activité. Et l'expérience, là on l'a fait déjà pour une dizaine de secteurs, effectivement, plutôt dans le B2C. Mais dans le B2B aussi, on est sur des chaînes disruptives. Donc, parce que ces gens-là construisent des nouveaux systèmes d'actifs qui font que quand on marche sur deux jambes, c'est plus rapide que quand on marche sur une jambe. Et comme le système traditionnel, on marche sur une jambe, eh ben, on est en difficulté. C'est ce que traduit cet équilibre de business model. Donc, je pense que c'est un point important de bien regarder dans chaque secteur en quoi je vais être impacté par le monde digital et en quoi je vais démonétiser ce que je pensais extraordinaire hier et peut-être demain matin. Donc quand on dit tous les secteurs, c'est tous les secteurs, et on avait notamment parlé du secteur de la formation et de l'éducation qui est soumis aux mêmes pressions et aux mêmes contraintes. Je vais laisser Rodolphe nous en dire deux mots. Merci. Voilà, c'est ça, c'est comment je vais disparaître. Donc dans le premier quart d'heure d'avance, on avait parlé de la création de capital de systèmes d'actifs immatériels justement dans l'enseignement supérieur, en prenant le cas de la recherche, la création des réseaux d'anciens, la valorisation de ces réseaux, etc. Et là, ce qui est intéressant par rapport à survivre dans un monde digital, ce troisième chapitre, c'est qu'on a pris un autre cas qui se développe beaucoup aux États-Unis. J'ai vu là que dans les petits documents que vous nous avez joints, sur votre blog, il y a l'apparition des MOOC, qui sont effectivement ces modules online où on peut accéder à la connaissance. Tout le système finalement qui a permis à certaines écoles d'apparaître et à certaines universités de se développer en faisant payer des frais de scolarité de plus en plus chers, en payant de mieux en mieux des profs. C'est dommage, mais tout ça risque donc de disparaître avec l'émergence d'universités privées qui reposent sur les deux systèmes d'actifs qui sont la capacité de renouvellement et la créativité et la base de clients fidèles et prescriptrices. L'exemple qu'on avait pris, c'est l'université de Phoenix, alors qui n'est pas... qui, comme lors des principales stratégies disruptives qu'on peut avoir à l'esprit, est souvent dénigrée par les universités déjà bien établies, qui reposent encore une fois sur des frais de scolarité élevés, des facultés qui font de la recherche
le système des réseaux d'anciens. Là, l'idée, c'est de casser le système des profs, d'avoir finalement pour des métiers qui sont très axés sur la pratique, d'avoir des praticiens qui viennent, qui échangent leurs connaissances. Le système de l'université n'est pas orienté vers la recherche, mais plus vers la captation de nouveaux clients. Se développe sans base centrale, c'est-à-dire sans beaux édifices ou campus, mais à travers des petites salles de réunion ou évidemment complètement online avec la validation de certificats. Et donc cette université s'est développée de façon très très rapide, jusqu'à il y a 1 ou 2 années, a constitué évidemment un réseau d'anciens qui est très, très important et très rapidement. En quelques années, on a touché plusieurs dizaines de milliers de réseaux d'anciens. Pour donner une idée, le réseau d'anciens d'HEC, selon comment on le compte, c'est 45 000, 60 000 personnes dans le monde. En 5 ans, cette université a été capable d'atteindre le même nombre. Après, il faut raison garder et peut-être ne pas comparer nécessairement les métiers auxquels cette université a cherché à former et puis le pouvoir formel ou informel que peut manipuler un réseau d'anciens comme Polytechnique ou HEC. Néanmoins, on voit bien que ce système-là de diffusion de la connaissance par des praticiens, pour des praticiens, par un système digital, change complètement le business model. Les dépenses ne vont plus être mises sur les budgets des salaires des profs et le budget recherche, mais être mises sur la captation de clients, le développement marketing, la création d'une marque très rapidement et la fabrication, je dirais, de réseaux d'anciens connectés par Internet et des médias sociaux et non pas par le fait d'avoir appartenu à une école à Cambridge, à Boston ou à Jouin-Josas ou à Montagne-Sainte-Geneviève, etc. Si on ne fait pas les investissements nécessaires, ce que vous avez dit, on ne paye pas des profs que pour animer des cours, on les paye pour préparer des cours, enfin faire des travaux de recherche, d'innovation d'ailleurs sur la formation, et pour la dispenser. De fait, on voit que la partie dispense des cours peut s'électroniser, passer sur Internet, etc. Est-ce que si on se projette à moyen long terme sur la partie contenu, on n'est pas dans un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'il y a des petits malins qui récupèrent des contenus et qui font des formations ou des diplômes en ligne, puis finalement, à moyen terme, ils n'auront plus de contenu ou les contenus ne vont pas évoluer. C'est un peu la question qui se pose sur la musique ou sur voilà, les donc films. là, il y a une course en fait qui est en train de se produire sur les supports numériques pour savoir qui va détenir finalement les contenus qui vont être répercutés dans les universités à travers le monde. Donc il y a des alliances entre le MIT et Harvard sur certaines plateformes qui leur permettent de dire que finalement la détention des contenus va se centraliser beaucoup plus au niveau de quelques institutions dans le monde. Alors ça ne sera pas nécessairement toujours les mêmes. Là, je cite des cas typiques, mais ça pourrait être d'autres universités dans d'autres disciplines, bien évidemment. Et ça pose la question directement des systèmes universitaires, des pays développés, tel qu'il était institué depuis plusieurs siècles, puisque si la capacité de recherche et la capacité de création des contenus se concentrent au niveau mondial dans une vingtaine d'universités ou une trentaine d'universités dans le monde, pour beaucoup de systèmes universitaires de pays européens par exemple, leur rôle va évoluer doucement vers celui de répétiteur de ces contenus. Donc le métier lui-même de prof d'université ou d'enseignement supérieur va changer, le business model va complètement évoluer et la structure même de la connaissance, je ne sais pas si on prend le système universitaire français, va être remise en cause. Les 85 universités françaises qui délivrent tous les mêmes diplômes ne pourra pas tenir du tout face à ce genre de digitalisation. Donc quand même un rôle et à nouveau, je pense que ces gens-là effectivement inspectent chaque secteur d'activité. Donc il y en a effectivement où on est plus, vous le savez mieux, le voyage, déjà on est quand même à plus de 50% digital. On verra
domaine des jeux peut-être tout à l'heure aussi. Et ça, l'immobilier, ça commence aussi à basculer, etc. Donc on est vraiment dans un mouvement, y compris dans le B2B, sur tous les phénomènes de courtage, sur les phénomènes de location, sur les phénomènes où on arrive de plus en plus, je dirais, il y a une contagion sectorielle. Donc un point très important, et là-dessus, alors on verra tout à l'heure sur les écosystèmes, comment effectivement, lorsqu'on est du mauvais côté de la barrière, plutôt du domaine du legacy, hein, comme disaient les Américains, comment on peut constituer des écosystèmes pour essayer de redresser la tendance, cette tendance de moyen terme.